Bienvenue dans le bon tempo. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast. Dire non à un monde où l'accélération constante est la norme, à un monde qui se consume, c'est ce dont nous parlons ici. Chaque année, de nombreux Français décident de quitter la vie sédentaire pour vivre sur les routes et embrasser un nouveau style et rythme de vie. Mallory, surfeuse trentenaire, en fait partie. Il y a 3 ans, à la limite du burn-out, elle décide de tout plaquer. Boulot, appartement, relations amoureuses. Pour se retrouver et renouer avec qui elle est. Depuis, elle réapprend à vivre beaucoup plus dans l'instant présent et travaille le lâcher-prise. Quelque chose qui n'est pas si évident pour elle, comme pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui a motivé ton changement de vie ? Donc effectivement, à l'intérieur de moi, ça tambourinait. J'avais mal au dos, j'avais mal au cou, physiquement j'étais fatiguée, j'arrivais pas à récupérer, même en faisant du sport, même en mangeant sainement, même tout ça. Donc déjà, moi, je me sentais mal. Rien que l'envie d'aller mieux, ça te donne de la force, tu vois. Et si tu sens vraiment au fond de toi qu'en fait, il y a quelque chose de mieux qui t'attend, ça te donne aussi vraiment la force d'agir. Et deuxièmement, c'est autour de moi, de voir des collègues faire des burn-out, la difficulté qu'ils avaient et le temps que ça prend de s'en remettre, de faire une thérapie pour que ça aille mieux psychologiquement, de reprendre de l'énergie pour que ça aille mieux physiquement. Tout ce temps-là, en fait, je me suis dit que j'avais pas envie d'en arriver là pour que ma vie change, si tu veux. Donc c'est ça, en fait, qui m'a aidé vraiment à changer de cap. Après, c'est aussi que autour de moi, j'ai des gens, j'ai des amis qui m'ont aussi fait un retour sur le fait qu'ils voyaient que j'allais pas bien. Donc je me suis dit, fais ce qu'il faut pour que ça aille mieux, en fait. Donc c'est toutes ces choses-là qui ont fait qu'à un moment, j'ai tout plaqué. Et face à l'inconnu, j'ai essayé de retrouver qui j'étais et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et voilà, donc je suis repartie voir en fait les gens qui m'inspiraient dans mon entourage proche. Donc notamment berger à Francis, qui lui vit dans la montagne au rythme des saisons avec ses brebis, tranquillou, calé, qui a fait le tour du monde avant, qui est super cultivé, qui a une ouverture d'esprit incroyable, qui m'inspire énormément. Donc je suis allée passer quelques jours avec lui. Je suis passée pour aller le voir par 10 jours de marche toute seule, sac à dos sur le dos, camping et rando, pour aller jusque chez lui. Donc ça m'a permis de faire le vide, de me vider la tête, les pensées, de respirer de l'air frais, de passer du temps avec lui. Puis après, je suis partie en voyage aussi, parce que le nomadisme a toujours fait vraiment partie, je pense, de ma vie. Quand on était petit avec mes parents, on bougeait super souvent, on avait un camping-car. Quand on était avec mes frères, comme on habitait à la campagne, on allait construire des cabanes partout, on jouait souvent aux enfants perdus, on allait faire des explorations. Donc en fait, j'ai eu envie de renouer avec tout ça, qui était profondément encore ancré en moi, même si maintenant je suis une adulte. Donc je suis partie en voyage, j'ai rencontré des gens, et petit à petit, en fait, tous ces gens que j'ai rencontrés et toutes ces expériences que j'ai vécues n'ont fait que renforcer le fait que, en fait, une autre vie me plaisait et me correspondait, tu vois. Et j'ai rencontré des gens, du coup, qui avaient plus une vie qui collait à celle que j'aspire à avoir. Donc déjà, je me suis rendu compte que c'était possible, et ça m'a aussi donné la force, si tu veux, de continuer d'avancer et de me lancer. À aucun moment, je me suis dit, si la question, tu te la poses souvent, est-ce que je suis pas en train de me planter, est-ce que c'était pas mieux avant, etc. Mais en fait, tu te sens tellement bien et tellement en phase et aligné avec toi-même quand tu vis ce pourquoi tu es fait pour vivre. Ça fait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais que au final, la question, elle s'efface au moment où tu te la poses. Donc voilà, c'est tout cet environnement-là, les voyages, les amis et les gens inspirants qui ont fait que ça m'a aidé à franchir le cap, en fait. Et pourquoi as-tu eu envie de vivre dans un van ? Les 2 mots-clés de ce choix, c'est mobilité et liberté. Comme j'ai toujours pas un projet professionnel fixe et défini, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de rencontrer des nouvelles personnes, de vivre des expériences un peu partout pour garder l'ouverture, tu vois, et que tout mon projet de vie se définisse petit à petit. Donc le choix en van, c'est vraiment aussi pour ça, tu vois, pour pas être ancré et fixé à un endroit, continuer de pouvoir être libre et mobile, et pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre quand je veux, et que ça me coûte, si tu veux, un minimum en fait. Parce que, après, les déplacements, les machins, tu vois, ça devient vite des budgets. Et quand tu veux en faire une vie, tu fais tout ce qu'il faut pour que ça soit le moins coûteux, le plus optimiste, etc. Donc la volonté première, c'est sa mobilité, liberté.
Après, les avantages que ça a, et ce aussi pourquoi j'ai choisi la vie en van, c'est que t'es tout le temps dans l'essentiel en fait. T'as pas une chambre entière de dressing et de garde-robe, t'as pas des réserves en tant que gélo pour 10 000 ans, t'as pas 15 produits ménagers alors que t'en utilises que 3. C'est vraiment cette vie minimale et essentielle, tu vois, moi qui me correspond. C'est-à-dire moins de gaspillage, vraiment l'essentiel et ce dont tu as besoin. J'ai pas 4 brosses à cheveux, tu vois, j'ai juste un peigne, enfin... Après, je dis pas que ça correspond à tout le monde, mais moi, c'est ce qui me correspond. Tu vois, vraiment, ce qui me semble être juste pour moi. Et juste aussi pour la planète, dans mon mode d'action et de consommation. Donc, la vie en van, pour ça, c'est magique. Et ce que ça m'a appris aussi, donc je commence par les avantages, je ferai les inconvénients après, mais ce que ça m'apprend et ce que ça m'a appris, c'est que même si c'est petit, il faut toujours qu'il y ait du vide parce que ça se remplit tout le temps, tu vois. Donc moi, quand je pars, par exemple, pour donner mes cours de surf en Angleterre, je prends des livres, je les donne à des gens que je croise, j'en ai d'autres qui me reviennent, et en fait, il faut toujours, même quand t'as peu de place, avoir du vide et de l'espace, parce qu'il y a toujours plein de choses qui arrivent, il faut toujours en libérer pour laisser encore de la place pour tout ce qui va arriver après. Pour tout ça, et parce que c'est chouette de vivre ça, pour moi, j'ai choisi ça. Alors après, je suis pas encore au top du top de ma vie en van. Déjà, ça fait que 2 ans que j'ai mon van. Et j'y vis pas toute l'année. C'est-à-dire que l'hiver, par exemple, je vais soit chez des amis, chez mes parents, ou dans des colocs, ou je suis pas encore super bien équipée pour passer l'hiver toute seule dans mon van. Mais bon, ça c'est l'objectif d'après. Suivant la taille de ton van, t'as ou pas du confort, en fait. Alors après, la notion de confort, elle est propre à chacun. Mais ça peut être un inconvénient. Donc t'as pas une douche ou un bain comme tu te rêves quand tu veux. Après, l'inconvénient aussi, c'est que j'ai perdu un peu de mes racines, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai plus un endroit... à force de bouger, il y a des moments, t'as quand même envie de te poser, de te ressourcer, de te reconnecter et de te recentrer avec quelque chose. T'as plus un vrai point d'attache quand tu es dans un van. Ça aussi, c'est un des inconvénients. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est l'incompréhension autour de moi, de certains amis ou de proches qui s'inquiètent en disant mais est-ce que c'est une vie quand même confortable, enrichissante, ou tu vois, c'est... Voilà, les inconvénients, ça peut être ça, le regard des autres, ou la manière dont c'est perçu, d'être un peu comme ça en dehors du cadre. Alors, lorsque je t'entends parler de liberté et de mobilité, tu me fais rêver. Si je revenais 10 ans en arrière, lorsque j'avais pas encore d'enfant, je pense que j'aurais pu avoir envie de vivre cette expérience. En revanche, t'est-il déjà arrivé de te sentir en insécurité dans ton van ? Effectivement, c'est une vraie question. Il y a des réglementations, il y a des endroits où t'as le droit d'aller, d'autres où t'as pas le droit d'aller, des endroits payants, des endroits gratuits, il y a des sites internet pour ça où tu peux regarder. Enfin, il y a déjà plein de choses qui existent pour savoir où tu peux dormir ou pas. Puis voilà, après au niveau de la sécurité, écoute, moi je me sens beaucoup plus en sécurité à dormir à la Belle Étoile en plein milieu de la montagne que dans un appartement en ville. Donc à partir de là, si tu veux, je me sens super en sécurité dans mon van et je me sens beaucoup mieux à dormir là au milieu de nulle part que potentiellement dans une chambre quelque part dans une maison. Après, je me base vachement aussi par exemple sur mon ressenti, tu vois, si je m'arrête dans un endroit et que je le sens pas, eh ben je m'en vais. Et si je m'arrête dans un endroit et que je me sens bien, eh bien je reste, tu vois. Ce genre de choses, c'est vraiment l'intuition où, tu vois, j'essaie de pas être une flippée de la vie et de pas me dire, de pas vivre avec une espèce d'insécurité autour de moi en me posant 10 000 questions. Mais quand il y a un endroit que je sens pas trop ou que voilà, ben je bouge et et après j'arrête d'être trop exigeante aussi, tu vois, quand j'ai envie de voir un coucher de soleil et de manger devant le coucher de soleil et de dormir devant le coucher de soleil, mais qu'en fait par exemple il y a une dune de sable ou un truc quoi, je vais pas batailler 10 000 ans à trouver le spot idéal, tu vois, quand il y a un petit endroit qui est cool, qui est sympa, je m'y arrête et je perds plus de temps, tu vois, à trop chercher. Donc je remets à niveau en fait mes exigences et mes peurs pour essayer d'arriver à une espèce d'équilibre. C'est quand même pas mal, je me sens pas en danger, eh bien je reste. En plus c'est légal, j'ai le droit de me parquer, mais je me suis jamais, pour le moment, je me suis jamais sentie en insécurité dans mon camion. À aucun moment. Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui a envie de vivre en van ? Par exemple, toi, comment tu t'y es pris ? Déjà, voilà, avant de me lancer, j'ai expérimenté. C'est-à-dire que j'y ai vécu pendant un mois et demi en Nouvelle-Zélande, dans un van. Déjà pour voir si ça me plaisait pas, comment ça marchait, etc.
pour être sûr, tu vois, pour pas te lancer là-dedans, parce que c'est quand même un investissement financier, c'est quand même un investissement aussi personnel, tu vois, ça demande un peu de faire du tri sur toi pour lâcher des choses, parce que du coup tu réduis vachement tout ce que t'as, et essayer peut-être un peu plus qu'une semaine pendant les vacances. Tu penses qu'un mois et demi, ça c'est le minimum, pour avoir quand même le temps de passer plusieurs week-ends, et de voir si vraiment ça peut te convenir ou pas. Et surtout toi, en tant que nana, un mois c'est bien parce qu'au moins t'as au moins une période où tu passes tes règles et avoir ces règles et pas avoir de place, ou des fois être en limite d'eau ou de machin, ou de, tu vois, c'est des trucs auxquels tu penses pas forcément, mais du coup un mois c'est bien parce que tu passes par toutes les étapes de cycle et toutes tes sautes d'humeur et du coup tu peux aussi voir, tu vois, en vrai, c'est un peu bizarre que cet exemple vienne là, mais voilà. Donc premièrement, expérimenter, en fait, voir si cette vie peut te convenir ou pas. Est-ce que tu t'y projettes quand tu y es ou pas à plus long terme, etc. Ensuite, c'est recherche, Internet, parce qu'il y a énormément de gens qui y font. Avec le numérique aujourd'hui, il y a plein de blogs, plein de vidéos, plein de choses où il y a plein de gens qui parlent sur leur vie comme ça. Il y a énormément de gens qui vivent partout dans le monde dans des vannes, tout seuls, en couple, même en famille avec chiens et enfants en bas âge. Donc en fait, tu te rends compte que tout est possible. Après voilà, en fonction de toi ce que tu veux, ça définit la taille de ton van, ça définit plein de choses. Après ton budget aussi définit clairement quel type de van tu vas avoir, qu'est-ce que tu peux investir dedans. Et donc au début, tu fais comme tu peux. Moi j'ai pas commencé par avoir le van de mes rêves, de machin, de trucs. Donc j'ai fait ce qui m'était possible et au mieux avec ce que j'avais dans l'instant. Et voilà, donc premièrement, expérimenter, ensuite faire des recherches pour vraiment réussir à définir tes besoins, ta taille de van, qu'est-ce que tu veux en faire, pourquoi, etc. Si tu veux y vivre à l'année ou pas, si t'as des plans B de logement, etc., etc. Et ensuite, moi, il s'est trouvé que j'en ai eu besoin, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai voulu partir en Angleterre pour faire mes cours, j'ai déjà des collègues là-bas qui vivaient comme ça. Je me suis dit, c'est l'occasion, quoi. Et donc c'est ça qui m'a aidé aussi à me lancer et à faire le pas. Après, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai dans ma famille des gens qui bricolent beaucoup et bien, notamment mon papa et mes frangins, qui sont super bricoleurs, de bois, de tout, de trucs, super minutieux. Mon frère, il gère en électronique de fou. Et mon père, en plus, bosse dans la pièce automobile, donc ça, c'est quand même un gros avantage pour moi. C'est-à-dire que je me suis fait vraiment beaucoup aider et accompagner dans la construction du van, parce que du coup, je l'ai acheté vide et c'est moi qui l'ai aménagé. Après, le deuxième plan, c'est que tu peux en acheter déjà un tout aménagé, mais Et c'est quoi le budget à peu près que tu as dû mettre? ça dépend de l'année, ça dépend du kilométrage, ça dépend si c'est un utilitaire ou si c'est une voiture un 9 places ou quelque chose comme ça, si c'est vitré, pas vitré. Donc en fait, t'as un peu tous les budgets, quoi. Moi, si tu veux, par exemple, pour le mien, j'ai acheté un Mercedes Vito relativement vieux de 1997 qui est tout vitré. C'est un 9 places à la base, donc j'ai dégagé tous les sièges. Mais je voulais des vitres et je voulais de la lumière. En fait, le fait d'essayer avant le van, c'est bien, parce que tu te rends compte de ce qui marche pas, ce que tu veux pas. Tu vois, par exemple, moi, dans celui que j'avais pas trop de fenêtres et de lumière. C'était comme un camion utilitaire. Et j'avais juste les vitres arrière. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait de la lumière. Donc, quand j'ai voulu acheter le mien, je me suis dit, il me faut des fenêtres. Donc, l'expérience aussi de tester des choses avant, c'est bien. Comme ça te permet de savoir aussi, toi, ce que tu veux. Donc pour avoir un ordre d'idée, après je pense que je suis tombée sur une bonne occasion. Je l'ai acheté entre 3500 € et 4000 €. Ah, rien à faire dessus, tout était refait. Donc c'est pas énorme, tu vois, comme budget. Enfin, je veux dire, pour une future maison, si tu veux, on n'est pas en train de faire un crédit entre 100 000 et 150 000 ou plus, tu vois. Après, j'ai volontairement aussi voulu quelque chose qui était relativement vieux, déjà pour pas être embêtée par l'électronique tout le temps, pour pouvoir, si je suis dans un endroit paumé, parce que la vie en van, c'est quand même pas le but, c'est pas de squatter dans des grandes villes, être apte à pouvoir réparer ou à faire réparer facilement et rapidement avec des moteurs, tu vois, plutôt manuels sans trop d'électronique. Et aussi parce qu'avec un véhicule un peu plus âgé, je me dis que ça carbure pas et donc je vais rouler moins vite, ça prend le temps et ça rentre aussi dans le mouvement de ralentir. Je suis pas à 150 sur l'autoroute. Et donc ça me force aussi à prendre des petites routes, à prendre le temps, à laisser le moteur se reposer. Tout ça, en fait, ça m'oblige à ralentir. Donc c'était un peu la démarche. Donc une partie de l'année, tu vis de ta passion en donnant des cours de surf en Angleterre. Et le reste de l'année, qu'est-ce que tu fais et comment arrives-tu à subvenir à tes besoins? Moi, je travaille là-bas de juin à octobre.
Après, pendant la période d'hiver, ça dépend. L'année dernière, j'ai passé mon hiver à essayer de monter un projet professionnel que tu connais pour faire des retraites de sensibilisation à l'élément eau. Donc cet hiver, je vais encore sans doute travailler un peu dessus. Et après, quand j'ai besoin d'argent, soit je fais des saisons, soit je fais des petits jobs alimentaires, soit je refais un peu d'infographisme pour des personnes, des boîtes ou des petits trucs. Donc c'est un peu à la carte l'hiver. Et voilà. Après, l'avantage du van, c'est qu'au niveau des besoins et des dépenses quotidiennes, je suis hyper réduite. Donc j'ai pas besoin de gagner 4000 € pour vivre et pour être safe. Donc voilà. Je crois comprendre que la pratique du surf t'aide Oui, aussi à vivre beaucoup plus dans l'instant présent. j'essaye. Oui, le surf, ça m'aide vraiment à lâcher prise et à vivre l'instant présent. C'est-à-dire, quand je suis dans l'eau, il y a rien d'autre qui existe, en fait. Et en même temps, il y a tout. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est que, par exemple, quand tu prends une vague, tu sais qu'elle t'aura jamais 2 fois la même. Du coup, rien que ça te fait apprécier, en fait, chaque vague, chaque instant, chaque goutte. Pareil, il peut y avoir des bonnes vagues et tu peux faire une mauvaise session, ou il peut y avoir des vagues pourries et tu peux faire une bonne session. Tu peux surfer avec quelqu'un, lui il peut se régaler et toi te louper. Enfin, tu vois, tout est incertain, c'est jamais pareil, et du coup, rien que ça t'oblige un peu à savourer, en fait, chaque seconde, puisque ça va jamais se reproduire. Et en fait, le fait de vivre ça, pareil, le surf, moi j'ai toujours quand même dans le sport, je fais du sport depuis que je suis toute petite, un peu un esprit de compétition, tu vois, de gagne, surtout avec mes 2 frangins, c'était un peu toujours ça. Et en fait, le surf, c'est vraiment, depuis que je fais du surf, le seul et le premier sport, donc maintenant ça me le fait pour plus de choses, mais à travers lequel, en fait, j'ai perdu ça, mais naturellement. Et quand je vois quelqu'un prendre une vague, ça me fait tellement plaisir pour lui, c'est incroyable. Je sais pas comment trop expliquer ça. Ça me fait plaisir de voir des gens se faire plaisir à surfer, ça me fait plaisir de voir des gens essayer, ça me fait plaisir moi de prendre une vague. Je trouve ça tellement chouette comme sensation pour moi et pour les gens, et tellement sain si tu veux. C'est un peu compliqué, mais c'est vraiment, le surf, ça m'a montré ça, et ça, je me suis dit, waouh, mais putain, c'est tellement mieux. Enfin, je sais pas, ça me donne envie de donner de l'amour de surfer, tu vois, tellement j'aime ça, et tellement ça me prend profond dans les tripes, et tellement c'est chouette. Et parce que tu contrôles tout, mais tu contrôles rien, tu partages ou tu partages pas, et puis c'est beau, et puis tu vois, le ciel, les vagues, ce qui t'entoure, c'est incroyable quand tu y penses, tu vois. Moi, je peux pas m'empêcher de regarder l'horizon et de me dire, au bout de ça, il y a quelque chose, il y a un autre pays, il y a une chose, et de voir l'immensité du truc, et de dire tout le temps, chaque seconde, à chaque instant, il y a des vagues. Depuis que je suis née jusqu'à ce que je meure, il y en aura après, il y en a eu avant. Et rien que ces phénomènes physiques, en fait, ça me les fait ressurgir et les contempler, et je trouve ça magnifique. Et donc ça m'aide donc à vivre dans le moment présent, et en fait, j'essaie de reproduire ça dans mon quotidien, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a un bouchon, ou quand je suis en retard, ou quand il y a un truc où voilà, je suis pas à l'heure, où je me dis, oh putain, je suis pas à l'heure et tout, je me dis, c'est génial, la vie me retarde ou change ma direction, sans doute pour me montrer ou me réserver quelque chose de mieux à faire. Et j'ai un exemple pour ça qui est totalement incroyable, c'est que il y a un champion de snow qui est très chouette, qui a sorti un film qui s'appelle Mathieu Crépel. Et je voulais aller voir son film à Bordeaux. Il faisait une projection là dans une expo qui s'appelait Surf Déferlante l'année dernière. Et je suis arrivée à la bourre parce que bouchon. Le parking souterrain de Bordeaux, où je me gare à 1 minute de l'expo, qui est toujours, il y a toujours des places. Là, il était complet. Je l'ai jamais vu de ma vie complet, ce parking. J'arrive, la nana me dit, non, il y a plus de place, c'est complet. En plus, vous êtes en retard. Il y a des gens qui attendaient depuis 1 heure et tout. Je me suis dit, c'est pas possible. Et ça m'a déçue parce qu'en fait, je voulais lui demander, ce gars, d'être intervenant dans les retraites, en fait, que je prépare. Et donc voilà, elle m'a dit, mais tant que vous êtes là, allez jeter un coup d'œil à l'expo. Ça se peut qu'à la fin du film, il fasse un petit coucou aux gens qui font la visite guidée. Donc elle me dit, prenez votre ticket, quoi. Et donc j'ai dit, bon, maintenant que je suis là, de toute façon, c'est clair. Je vais faire ça, et puis au pire, il passera la visite guidée ou pas. Enfin bon. Donc me voilà partie pour l'expo, qui était très chouette. Au cours de l'expo, de la visite guidée, je le croise dans un couloir. Donc je vais le voir. Je me présente, on parle du projet, blablabla, etc. On échange les numéros, il me dit, écoute, il y a des questions à la fin du film, mais si ça finit à temps et que j'ai pas mon train de suite, on discute de ton projet. Et donc on échange les contacts. Il part à son film, je continue ma visite, et en fait il m'envoie un texto pour me dire, écoute, le film a fini tard, les questions n'ont plus fini, il faut que je saute dans mon train pour rentrer à Biarritz, je peux pas, mais on s'appelle plus tard, quoi. Et donc le bilan de ça, c'est qu'en fait, tu vois, si j'avais pas été en retard,
J'aurais peut-être pas pu déjà lui parler au film parce que c'était blindé, il y a eu plein de questions et plein de gens voulaient lui parler. Et donc c'est ce que je me dis finalement, heureusement que j'ai été en retard et que j'ai pu le croiser dans ce couloir, alors que c'était pas l'idée. Donc maintenant, voilà, quand je suis en retard ou quand je vois un truc négatif, j'essaie tout de suite de le changer en positif en me disant mais c'est chouette, qu'est-ce qui m'attend ou qu'est-ce qui va se passer pour tout d'un coup il y a ce truc inattendu qui arrive. Ça pour lâcher prise et pour voir les choses de manière les accepter aussi, c'est ça, parce que quand on dit lâcher prise, c'est qu'on est beaucoup, enfin je parle pour moi aussi, plus avant que maintenant, dans le contrôle de tout, dans tu vois tout est réglé, tout est organisé, c'est planifié, c'est machin, c'est de la gestion de l'orga et tout permanente. Et lâcher prise en fait c'est juste laisser la place au flow en fait de la vie de passer quoi, et sans que tu t'accroches à des choses, sans les lâcher, sans que avant j'étais vraiment fixée sur des horaires, des idées, des machins, et il y avait pas trop de place à ce que des choses libres ou impossibles puissent arriver. Tout était planifié, j'allais au boulot à telle heure, je finissais à telle heure, j'allais sport à telle heure, on mangeait à telle heure, on allait au lit à telle heure, les vacances c'était ça, l'avion de là à là, le truc, le machin. Et en fait quand c'est comme ça tu te dis mais il y a pas de place à la surprise, il y a pas de place à tout ça, et donc maintenant je suis beaucoup plus dans ça quand on te dit lâcher prise. Un exemple concret, c'est ça, c'est que je regarde moins l'heure. Quand je suis en retard ou quand il y a un truc qui arrive qui n'est pas attendu, je l'accueille avec une attitude positive au lieu que ça me saoule et de me dire que ça me perturbe mon planning. Cette attitude positive aussi, elle a mis 1 an à vraiment s'ancrer et s'activer chez moi. Au début, j'étais là, puis ça me saoule, la positive attitude, ça marche pas, j'ai beau essayer, machin, mais c'est du travail et de l'entraînement aussi, c'est comme tout, ça te tombe pas dessus du jour au lendemain. Et donc voilà, oui, il y a la méditation comme le surf en fait. Ça prend du temps, ça se travaille, mais quand tu y arrives et que tu comprends en fait ce que c'est un instant, qu'est-ce que tu es toi, qu'est-ce que c'est le temps, qu'est-ce que c'est que se vider la tête. En fait, j'ai compris que le lâcher prise c'était vraiment la clé pour accéder à des choses beaucoup plus subtiles et ce qui correspond moi plus à ma réalité de la vie et ce que j'en attends, que d'être dans le contrôle permanent et dans la gestion et l'orga et tout ça. Et si tu devais faire le bilan de ces 3 dernières années, qu'est-ce que tu dirais d'un point de vue personnel et puis peut-être aussi plus globalement ? Déjà, je me sens mieux. J'ai une meilleure connaissance de moi-même. J'ai des retours positifs de mon entourage sur moi. Tu vois, ma mère, par exemple, me trouve beaucoup plus apaisée. J'ai moins de colère qu'avant envers le monde, envers la société, envers tout ça. J'accepte beaucoup plus et mieux les choses. J'accepte mieux le temps qui passe. Je le subis plus comme avant en me disant oh, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et du coup, je vis mieux les moments, et surtout, j'essaye de savourer plus les bons moments, comme je sais qu'ils vont jamais se reproduire, tu vois. Que jamais dans ma vie, un 23 octobre à 15h58, j'aurai ce nouveau moment avec toi, Claire, pour parler de ça. Donc du coup, j'essaie vraiment de l'apprécier, de le savourer. Et je fais ça pour tout. Donc du coup, je vis plus de bons moments avec les gens qui m'entourent. Je suis beaucoup plus avec eux, plus avec mon téléphone, tu vois, ou plus un peu à moitié en train de penser à autre chose. Et donc j'essaie de travailler vraiment ça. Tu vois, par exemple, mes règles, tu te dis à chaque fois, ça pareil, je le vis d'une manière totalement plus positive et libérée en me disant, ça y est, c'est chouette, j'ai mes règles, j'ai mon cycle. Ça veut dire qu'encore une fois, ça me prouve que je peux enfanter, que j'ai une capacité de donner la vie, et tout ça, c'est une célébration, tu vois. Et le jour où j'ai pas mes règles ou que j'ai un retard, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'essaie d'être plus à l'écoute et de tout vivre, tout ce qui pourrait être vu négativement dans un quotidien, de dire en fait c'est chouette parce que ça. Donc voilà, c'est vraiment je me sens mieux, j'accepte le temps, j'accepte qui je suis. Du coup ça renforce aussi les liens avec mes amis, avec ma famille, sur les moments qu'on passe ensemble et l'implication que j'ai dans les relations que j'ai, dans ce que je fais, dans le travail. Je sais pourquoi je le fais, donc je sais que le job de rêve, celui que j'adore faire, c'est donner des cours de surf, mais je sais aussi que l'hiver, pour vivre et pour continuer, il faut que je fasse des jobs un peu moins glorieux, qui me correspondent, mais c'est pas grave, tu vois, le côté positif, c'est que je rencontre quand même des nouvelles personnes, que j'apprends des nouvelles choses, parce que c'est des jobs que j'ai pas l'habitude de faire, ou que je connais pas, et du coup, je sors quand même de là avec des nouvelles expériences et plein de choses. Donc, à titre personnel, vraiment, c'est ça. Je me sens mieux, et c'est top. Moi qui avais déjà quand même une sensibilité plutôt écologique ou environnementale, du moins respect avec la nature et le vivant, je me sens plus là-dedans, parce que du coup, dans ma consommation, et ça a vraiment changé quasi pas radicalement parce que j'étais quand même pas une grosse consommatrice, mais ça a affiné, si tu veux, tout ça. Ça a affiné aussi plein d'idées ou de valeurs ou de choses sur les cycles, sur la beauté, sur les envies, les plaisirs,
tu vois, faire le juste milieu entre tout ça. Est-ce que j'en ai envie ou est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que j'en ai vraiment envie? J'ai beaucoup moins de déchets qu'avant, puisqu'il y a juste l'essentiel. C'est hyper optimisé. J'ai plus de temps aussi, donc je suis plus impliquée dans des assos et du bénévolat. J'ai plus envie de faire des choses pour les gens à titre gratuit, puisque j'ai moins besoin d'argent pour vivre. Génial. En parlant avec Mallory, je me rends compte que le mode de vie alternatif qu'elle a choisi est sa façon à elle de se réapproprier le temps, de se détacher de la société de consommation dans laquelle nous vivons et de redonner un sens à sa vie. Merci infiniment pour ton témoignage. Merci à toi, Claire. Pour la petite histoire, Mallory m'a fait don de son temps lorsqu'elle a su que je voulais lancer un podcast et a accepté d'être mon cobaye. C'est super sympa parce que je pense que j'avais vraiment du mal à concrétiser cette idée. J'avais un petit peu les pétoches parce que j'avais jamais fait ça. Et avec elle, ça a été très facile parce que j'ai pu faire ça dans un environnement bienveillant. Donc un grand merci. Et puis Mallory, fais-nous signe lorsque ton projet sera prêt parce que tu pourras, c'est sûr, me compter parmi tes participants. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. J'avais envie de partager mes découvertes et les sujets qui me font du bien, en espérant que ce soit également le cas pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me dire ce que vous en avez pensé, si cela vous a été utile et à défaut pourquoi, en m'envoyant tout simplement un email à claire.lebontempo@gmail.com. Et je suis tout oui si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets et solutions pour nous aider à faire du temps notre allié. Et si vous souhaitez me soutenir, la meilleure façon de le faire est de faire circuler cet épisode et de me mettre 5 étoiles dans votre application. Pour être au courant des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast Le Bon Tempo. Ce dernier est publié tous les 15 jours environ.